en 2023, très vraisemblablement, le réchauffement planétaire par rapport à l'époque pré-industrielle va être de l'ordre de 1,5 degré. D'accord. Donc on est déjà à 0,5 degré du max. Est-ce qu'il faut commencer l'année en culpabilisant? On a eu un certain nombre d'explications avant Noël sur le fait qu'il fallait faire moins de cadeaux, moins de voyages, que même le papier cadeau, parfois, ça polluait. Est-ce qu'en effet, il faut se dire, OK, il y a plein de trucs qu'il faut changer dans notre vie? Alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'il faut changer dans notre vie et il y a plein de choses qui vont changer dans notre vie de toute façon. Il y a en fait déjà beaucoup de choses qui changent déjà dans la vie d'une large partie des Français, sauf que les cadres dirigeants urbains ne s'en rendent pas compte parce que c'est ceux qui ne sont pas touchés, donc vous et moi on en fait partie. Mais l'essentiel des gens qui sont dans notre pays, aujourd'hui, ils vivent déjà depuis une dizaine d'années une érosion de leur pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre de gens qui vivent déjà en fait la contraction des flux physiques qui sous-tendent l'économie. Alors, est-ce qu'il faut culpabiliser pour passer à l'action? C'est une grande question. Je ne sais pas. C'est ça le rapport aujourd'hui à l'écologie. C'est la question justement de est-ce qu'il faut faire une écologie punitive? La question, c'est l'action. Alors, la question, c'est l'action. D'accord? C'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire parce que de toute façon, on va être rattrapé par des chocs externes. C'est le grand problème, c'est le grand drame, j'ai envie de dire, des problèmes environnementaux. C'est qu'on ne peut pas les laisser en l'état. Soit on les gère, soit ils s'occupent de nous. D'accord? Soit on s'occupe d'eux, soit ils s'occupent de nous. Mais de toute façon, ça ne peut pas rester en l'état. Donc, soit on anticipe? Oui, soit on peut peut-être un peu gérer, soit on agit, soit on se prend la vague. Soit on agit, soit on subit, on peut le dire comme ça. Et donc, est-ce que la culpabilité est un bon moteur pour passer à l'action? Ça dépend des gens. Il y a des gens avec lesquels oui, et puis il y a des gens avec lesquels non. Globalement, c'est quand même pas le meilleur moteur. En général, la motivation est un meilleur moteur. Donc, il faut réussir à incarner des choses positives dans ce qui permet de passer à l'action. Comment? Quels sont les changements? Ça dépend énormément. Vous aviez lancé la polémique en disant qu'il fallait probablement renoncer au transport en avion tant qu'il n'y a pas de manière de voyager propre. Mais ça voulait dire, disiez-vous, au moins qu'on réduise à 4 vols, c'est-à-dire 2 allers-retours dans une vie. Est-ce que c'est ce genre de décision qu'il faut prendre là dans les résolutions du début de l'année? Alors il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent qui vont sauter en l'air en se disant comment ça 4 vols dans une vie. Je rappelle qu'au milieu des années 50, 1950, c'était quelque chose qui n'existait même pas. C'est-à-dire que la moyenne par habitant, c'était pas du tout 4 vols dans une vie. C'était même 0. C'était plutôt 0. Donc est-ce que c'est un drame de prendre moins l'avion? En fait, là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il vaudrait mieux que non. Parce que de toute façon, l'avion est né avec le pétrole et il n'y a pas de substitut à l'échelle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer électricité, hydrogène, biocarburant, etc. En fait, pour faire 4 milliards de passagers par an, ça passe pas. Ça passe pour beaucoup moins que ça. Donc de toute façon, il faudrait diminuer progressivement le trafic aérien. Est-ce que c'est un drame? Ça dépend de l'idée qu'on se fait du dépaysement associé au trafic aérien. Si on pense que c'est quelque chose de... c'est l'oxygène, c'est vital, etc., on est très malheureux. Si on se dit qu'il y a des tas d'autres manières de se dépayser, on n'est pas malheureux. Quand on entend ce qui s'est passé avec la... Parce qu'il faut quand même rappeler que les trois quarts du trafic aérien, c'est des motifs loisirs. Ce n'est pas du tout des motifs professionnels. Donc, si c'est des motifs loisirs, ça veut dire loisirs famille. Ça veut dire que c'est des motifs de dépaysement ou de regroupement avec des gens qu'on aime bien. Les gens qu'on aime bien, qui sont partis vivre très loin, ils ont quand même fait un choix à un moment. Donc vous avez envie de dire, s'ils sont partis loin, c'est leur choix, il faut qu'ils l'assument. D'une certaine manière, oui. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des avantages. Il y a des avantages, des inconvénients. On fait un bilan et puis voilà. Et en ce qui concerne, et le monde moderne, malheureusement, ne leur permettra pas de partir très loin éternellement en ayant les mêmes avantages et les mêmes contacts que s'ils étaient partis juste à côté. Et voilà, ça ne durera pas pour l'éternité. Vous dites l'avion, il est né avec le pétrole. Si je continue votre phrase, ça veut dire qu'il mourra avec le pétrole. Alors l'essentiel du trafic commercial actuel mourra avec le pétrole, oui. Or, on a engagé une sortie, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans le sous-titre de la COP28 qui s'est terminée juste avant Noël, sur cette sortie du pétrole. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu aussi vous recevoir ce matin, c'est que au même moment, il y a un an, on s'inquiétait de la question de l'hiver, de l'énergie. On n'était même pas sûr d'avoir assez d'électricité pour passer l'hiver. On nous demandait de mettre le chauffage sur 19, de mettre des cols roulés. Est-ce qu'on est toujours dans cette angoisse immédiate? À long terme, on a bien compris, il n'y en aura plus. Mais est-ce qu'on est toujours dans cette angoisse immédiate pour cet hiver-ci? Alors, pour ce que j'en connais, non. Parce que en fait, on a basculé assez rapidement sur des approvisionnements en gaz américain. Aujourd'hui, une partie du... Alors déjà, il faut savoir qu'une partie du gaz russe continue d'arriver en Europe.
On ne s'est pas totalement débarrassé du gaz russe. On a parlé des sanctions, mais dans les faits, elles ont été très largement contournées. Alors, ça dépend. Sur le pétrole, en fait, il y a eu un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire les Russes se mettent à vendre leur pétrole à d'autres. Et nous, on achète Donc le on pétrole. achète directement aux Russes. Alors, le pétrole qu'on achetait aux Russes, on l'achète à d'autres. Qui eux-mêmes ne vendent plus le pétrole que les Russes vendent à d'autres. D'accord. Donc, je vais prendre l'exemple des Chinois. Ouais. Les Chinois achètent plus de pétrole russe, du coup, ils en achètent moins à d'autres fournisseurs de pétrole, et du coup, ces fournisseurs de pétrole peuvent nous le vendre à nous. D'accord. D'accord, c'est un jeu de chaises musicales. Ce qui s'est passé au niveau planétaire, c'est que la production de pétrole est restée à peu près constante. En fait, elle diminue légèrement, même la production de pétrole actuellement, depuis 2018, elle diminue légèrement. D'accord. Et donc, dans une production globale mondiale qui diminue légèrement, si nous, on arrête de prendre du pétrole aux Russes, il n'y en a pas ailleurs beaucoup plus qui augmente. Donc c'est juste un jeu de chaises musicales. En ce qui concerne le gaz, c'est presque pareil, sauf que là, pour le coup, la production de gaz, elle a augmenté dans le monde, et en particulier la production de gaz liquéfié américaine. Et maintenant, on importe de manière significative du GNL aux Américains. Et c'est ça qui a remplacé une partie du gaz qu'on importait aux Russes. Donc il n'y a plus la question. On a également de la pénurie. baissé, pour partie, la consommation de gaz. On a baissé la consommation de gaz. On avait une autre inquiétude qui s'ajoutait à cela l'an dernier, qui était la situation de nos centrales nucléaires, dont une grande partie était à l'arrêt ou en réparation. Au moment où on se parle, notre production nucléaire est au max. Alors, elle n'est pas au max, mais elle est significativement plus élevée qu'au moment de l'hiver dernier. Donc ça, c'est évidemment aussi un motif d'inquiétude qui disparaît. Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne. Pour autant, la COP28, la fameuse COP28, qui en même temps se trouvait à Dubaï, a affirmé qu'on allait dans une transition, je cite, vers la sortie des énergies fossiles. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à envisager d'eux, ou est-ce qu'il y a des étapes qui ont été inscrites et qui vont être contraignantes? Alors, il faut rappeler qu'il n'y a pas de chef du monde. Et donc, ce qui se passe à une COP, ce n'est pas des décisions contraignantes pour des États qui ne voudraient pas les appliquer. C'est simplement qu'on entérine ce que les États font déjà ou sont déjà prêts à faire pour des raisons domestiques. Donc en fait, la COP, c'est un endroit où on ne décide de rien, vraiment. On fait des pétitions de principe dans une COP, c'est essentiellement ça qu'on fait. Et la seule COP qui a vraiment accouché de quelque chose qui est un peu structurant dans le débat public, c'est la COP de Copenhague en 2009 qui a accouché de l'objectif des 2 degrés. C'est là que ça s'est passé. C'est-à-dire de maintenir... C'est-à-dire que c'est là que le chiffre des 2 degrés a commencé à devenir une référence. Et où tout le monde a dit on va faire ce qu'il faut pour limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés. 2 degrés par rapport à quel moment? Par rapport à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire en gros par rapport à 1850. Par rapport à 1850, hein, c'est pas le 20e siècle, c'est par rapport à 1850. Non, c'est par rapport à 1850. D'accord. Ce chiffre est toujours bon d'ailleurs. Alors, sachant qu'en 2023, très vraisemblablement, le réchauffement planétaire par rapport à l'époque pré-industrielle va être de l'ordre de 1,5 degré. D'accord. Donc on est déjà à 0,5 degré du max. On est alors sur une année. Après, ça ne veut pas dire que ça va être... Mais en si gros, on fait la moyenne des 10 années, ça sera peut-être moins. Exactement, ça sera moins. Mais en fait, comme le réchauffement, il est continu, d'accord, avec des variations. Mais en ce moment en particulier, il y a un phénomène El Niño qui amplifie l'augmentation des températures. Mais ça veut dire que, en gros, l'objectif des 1,5 degrés, lui, il est déjà mort. Ça fait un certain temps que je le dis. Et on est quand même bien parti pour que l'objectif des 2 degrés soit mort. Parce que pour qu'on tienne l'objectif des 2 degrés, il faudrait que les émissions baissent de 5% par an tous les ans dans le monde. Alors 5%, c'est ce qu'on a eu par exemple l'année du Covid. Donc il faudrait qu'après le Covid, on ne remette pas l'économie dans l'état d'avant le Covid, mais on la laisse dans l'état du Covid. Et puis il faudrait que l'année d'après, on supprime les 2/3 des émissions indiennes. Et puis il faudrait... Enfin voilà, c'est ça le genre de choses qu'il faut qu'on fasse. C'est un rythme d'évolution sur lequel on n'est pas du tout aujourd'hui. Et donc que la COP à Dubaï ait dit on va sortir des énergies fossiles, c'est une pétition de principe. Mais ce genre de pétition de principe, on en trouve tous les jours dans les discours. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment. Et ce qu'on fait vraiment n'est pas à la main de la COP, n'est pas à la main de l'Assemblée des Nations Unies, c'est pas à la main, c'est à la main des États, éventuellement des constructions supranationales comme l'Europe, c'est à la main des entreprises et des secteurs industriels, c'est à la main des consommateurs.